La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces littoraux urbanisés peuvent être un contexte pour le déploiement de solutions fondées sur la nature, parce que c'est des socio-écosystèmes sous forte pression anthropique, à la fois historique dans le temps et très intense, avec une forte densité d'activités économiques, touristiques, et des multiplicités d'usages et une gouvernance complexe. C'est aussi un littoral avec des défis croissants, notamment de pollution, de changement climatique et de perte de biodiversité, et où l'ingénierie conventionnelle reste quand même majoritairement sollicitée, et les SFN y sont peu questionnés. Mais dans un autre temps, c'est un lieu où il y a des ressources financières, techniques et intellectuelles importantes, et ça peut être aussi une bonne vitrine de communication de ces littoraux très, très urbanisés. Donc la question qui se pose, c'est quelles sont les potentialités et les conditions de mise en œuvre de SFN dans des zones côtières fortement urbanisées, telles que la ville de Marseille, par exemple. Donc, mes travaux ils sont découplés en 3 axes de recherche. Tout d'abord, un benchmarking des solutions fondées sur la nature dans des contextes similaires, qui passe par une revue de la littérature scientifique, avec une recherche d'articles sur Web of Science et Science Direct, par exemple. Une sélection d'articles qui interrogent à la fois le contexte littoral, le contexte urbain et les solutions fondées sur la nature de manière centrale et pas un élément de contexte. Et le but, c'est d'identifier les tendances, les lacunes et les éléments en discussion de par la littérature scientifique. Le deuxième volet du benchmarking, c'est d'identifier et de questionner des projets nationaux ou internationaux dans des contextes similaires. Donc il faut recenser les projets existants par les sites institutionnels, les articles de presse ou des projets européens par exemple, analyser les projets en fonction des freins, des enjeux, des résultats, toute une multitude de paramètres, afin d'évaluer les facteurs d'échec et de succès et questionner la transférabilité sur le littoral marseillais. Donc ça c'est la première axe de recherche. La deuxième, c'est de faire des entretiens semi-directifs auprès des acteurs en responsabilité. Vanina l'a un petit peu introduit tout à l'heure dans la table ronde. C'est une enquête qui est menée sur les 3 sites du Living Lab Medcoast, donc Montpellier, Marseille et la Corse, qui est divisée en 3 rubriques. Donc, les 2 premières sont communes aux 3 territoires, qui servent à évaluer la perception du littoral et des enjeux, d'évaluer aussi les actions qui ont été mises en place de par les acteurs en responsabilité. La deuxième rubrique, c'est de voir si le concept est connu, s'il est connu, comment il est défini, s'il est bien approprié par les acteurs, et si on voit une possibilité d'intégration dans la gestion du littoral local. Et enfin, on a une 3e rubrique qui, elle, est spécifique à chacun des territoires, et dans le contexte marseillais, on cherche à voir l'opinion et l'argumentation des potentialités de SFN sur ce territoire, et sur les littoraux urbains. Les objectifs, donc, c'est d'apprécier le niveau de connaissance et la diversité d'opinions des acteurs en responsabilité, identifier les freins et les leviers et de comprendre les spécificités. Et enfin, le 3e axe de recherche, c'est un atelier d'intelligence collective avec les acteurs locaux pour faire une acculturation collective des SFN avec un acteur central qui a déjà été identifié, qui est le service de la mer et des littorales de la ville de Marseille. Et le but est de rassembler les parties prenantes pour explorer les opportunités de déploiement autour d'un site en enjeu. Donc il y a vraiment 2 phases. Un atelier qui sert à faire une acculturation, une montée en compétences collectives des SFN dans un contexte urbain. Et la 2e phase, c'est de rassembler tout le monde et d'essayer de voir ce qu'on peut faire autour d'un site à enjeu, en mettant en place un jeu sérieux par exemple, ou des ateliers de territoire, comme ça a été le cas, un de mes collègues a fait par exemple. Donc l'objectif il est double, de conduire une réflexion collective sur la mise en œuvre de SFN sur un site identifié, donc le Prado, là en l'occurrence à Marseille, et de définir un scénario possible de mise en œuvre de SFN sur un site comme ça. Merci beaucoup, je vais passer la parole à Thomas. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Lédy-Antoni, je fais partie de l'équipe d'hydrogéologie au sein de l'UMR Sciences pour l'environnement à l'Université de Corse. Et je réalise donc mon postdoctorat qui s'inscrit dans les actions du Living Lab Medcoast sous la supervision de Vanina Pasqualini. Ces travaux de recherche postdoctorale visent
à étudier les potentialités des solutions fondées sur la nature sur les zones humides côtières en Méditerranée. Ces zones humides côtières, ce sont des hydro-écosystèmes cruciaux pour la gestion du littoral méditerranéen. Pourquoi ? Parce qu'ils fournissent de nombreux bénéfices, que ce soit pour la biodiversité ou pour le bien-être des populations. Par exemple, en jouant le rôle de nurserie pour de nombreuses espèces, ou en régulant le cycle de l'eau, en prévenant l'érosion du littoral, du trait de côte, ou encore en apportant une valeur ajoutée paysagère et patrimoniale à un territoire. En revanche, ce sont des systèmes également très vulnérables aux effets du changement climatique et de l'anthropisation qui sont particulièrement exacerbés sur le littoral méditerranéen et qui peuvent conduire à la dégradation, voire la disparition de ces systèmes et des bénéfices qu'ils apportent. C'est pourquoi les solutions fondées sur la nature peuvent apparaître comme des solutions pertinentes pour la gestion de ces milieux et nous cherchons donc à en étudier les potentialités pour la gestion de ces zones humides côtières en Méditerranée. Au sein de l'espace méditerranéen, la Corse constitue un laboratoire naturel idéal pour l'étude de ces zones humides côtières. Parce que c'est un littoral qui présente les différents facteurs de vulnérabilité qu'on retrouve sur le littoral méditerranéen en général, que ce soit érosion du trait de côte, urbanisation, tourisme, parfois surtourisme, entre autres, espèces invasives. On a ici un exemple du crabe bleu. Et c'est également un littoral où on trouve plus de 200 zones humides côtières, très variées. Ça va des estuaires aux grandes lagunes, petites lagunes, ou encore aux marais salants, qui vont pouvoir finalement servir de support à nos travaux de recherche. Ces travaux de recherche se structurent en 3 axes. Le premier, on retrouve l'axe transverse qu'a évoqué Alix, qui est cette enquête réalisée auprès des acteurs du territoire, du littoral corse, qui est décliné en Corse, donc avec cette coloration zones humides côtières, un objectif qui est d'évaluer la connaissance, le déploiement et la perception des solutions fondées sur la nature sur les zones humides côtières en Corse et en Méditerranée. Nous avons donc mené cette enquête auprès de 22 acteurs du littoral corse au printemps et l'analyse des résultats est encore en cours, mais comme l'a mentionné tout à l'heure Vanilla, on a déjà quelques premiers ressentis sur un besoin d'acculturation à ce concept de solution fondée sur la nature sur le littoral corse. Et également, ce qui est souvent ressorti aussi, c'est un besoin d'apport de connaissances scientifiques sur certains systèmes. Et c'est ce qui constitue le cœur du deuxième axe, répondre à ce défi de connaissances sur les potentialités et les bénéfices des solutions fondées sur la nature sur certaines zones humides côtières au fonctionnement complexe et méconnu du littoral corse. Et nous avons donc choisi pour cela des systèmes particuliers qui sont des lagunes temporaires, donc avec un assèchement estival, et dont le comportement transitoire, finalement, fait jouer le rôle de vraies sentinelles du changement climatique. Elles sont extrêmement sensibles à ces perturbations. Et donc, on a choisi 5 sites aux caractéristiques très variées pour mener une étude de terrain qui a démarré au mois de mars, une étude hydrogéologique et écologique sur des lagunes temporaires qui peuvent être situées dans des domaines extrêmement préservés comme ici. On en a 2, ici Barcagio et Crovagne. 2 sites situés en zone très touristique proche de la ville de Porto Vecchio et également un site un peu particulier, un ancien marais salant qui bénéficie de statuts de protection particuliers et d'une riche biodiversité et qui a aujourd'hui un fonctionnement de lagune temporaire. L'idée, c'est d'investiguer quels sont les mécanismes fonctionnels de ces zones humides côtières, de ces lagunes temporaires, qui pourraient se prêter au déploiement de solutions fondées sur la nature. Et également de participer à la construction d'un plan régional d'action sur les lagunes temporaires méditerranéennes en Corse, qui n'existe pas encore. Et enfin, le troisième axe, dans lequel réside finalement tout le cœur de l'approche Living Lab aussi, c'est à la lumière de ces connaissances acquises grâce aux 2 premiers axes, d'effectuer un retour auprès des acteurs qui se matérialisera par des réunions et des ateliers auprès des différentes parties prenantes du territoire et du littoral corse, afin de formuler des propositions de stratégie d'action, une aide à la décision pour initier cette mise en place des solutions fondées sur la nature sur le littoral corse et sur les zones humides côtières. Je vous laisse pour finir avec cette dernière diapositive qui vous expose les différents
partenaires du projet, les acteurs du territoire impliqués dans ce projet, avec une mention particulière pour l'Office de l'environnement de la Corse et le Conservatoire botanique national de Corse, avec qui nous sommes conventionnés pour l'étude de terrain des lagunes temporaires méditerranéennes, et également un partenaire privilégié en Corse, qui est le Conservatoire du littoral, avec lequel une convention est également en train d'être mise en place. Je vous remercie pour votre attention. Comme tout à l'heure, un petit temps de questions. Donc, encore un respect du temps absolument parfait. C'est à remercier. Ils sont forts. Ils sont plus forts que nous. Merci beaucoup du coup pour effectivement l'exposé parfait. Est-ce que tu peux, sur le littoral corse, nous donner quelques exemples de SFN que tu pourrais envisager dans ces espaces-là et pour répondre à quel problème? Parce que pour l'instant, j'ai compris que tu es dans l'analyse de ce qui pourrait être implémenté, mais on n'a pas de... Est-ce qu'il y a un peu de concret derrière? Alors, à la lumière, finalement, je vais me servir de cet axe-là sur les lagunes temporaires pour répondre à la question, parce qu'il se trouve que les premiers résultats, quand même, donc sur la période mars-juillet, disons, de ce suivi hydrogéologique et écologique, a montré des fonctionnements et des états également très contrastés. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ces sites. Ils sont dans des contextes vraiment très, très variés. Et finalement, on a comme une gradation entre ces différents sites, où on a des sites, par exemple, comme je pense au site de Barcage, qui est situé ici dans une zone extrêmement préservée, où on a une lagune qui est en bon état, qui a peu de pression anthropique. Alors bon, peut-être que c'est difficile de parler de SFN en termes de conséquences de conséquences socio-économiques, par exemple, mais toujours est-il qu'on a des systèmes comme ça, où on va être sur une préservation des connexions hydrologiques, sur un maintien de ce bon état. On a des sites un peu plus dégradés, je pense notamment à ce site très complexe de l'étang d'El Sal, où on va avoir vraiment un besoin, à nouveau ici, de préserver et voire de restaurer les connexions hydrologiques et hydrogéologiques entre les différents compartiments, parce que c'est ce qui va maintenir une diversité de conditions physico-chimiques dans la lagune, de salinité par exemple, qui sont essentielles à la richesse en termes de biodiversité sur ce site. Un site qui bénéficie déjà de statut de protection par la présence du Conservatoire du littoral et également, c'est assez original, du ministère de la Justice. On a un centre pénitentiaire qui englobe tout le site et qui préserve aussi ce site-là. Et en contraste, on a ces deux sites au sud, à proximité de Porto Vecchio, où là, on part de zéro parce que ce sont des lagunes temporaires dont le statut foncier est beaucoup plus compliqué. Ce sont de multiples propriétaires privés. Et donc là, alors que tous les autres sont propriétés du Conservatoire du littoral et gérés par la collectivité de Corse, ici on a vraiment une mosaïque de propriétaires privés qu'il est plus difficile d'appréhender. Et on voit qu'on peut avoir du stationnement, on a vraiment des usages qui peuvent être très impactants. Et donc là, l'idée, ça va être déjà de repartir d'un stade plus précoce, je dirais, et de redéfinir des statuts de protection, des statuts fonciers aussi, qui peuvent permettre d'avancer vers une meilleure gestion de ces systèmes. J'espère que j'ai répondu. Non. Merci pour vos présentations. Moi, j'avais un commentaire avant ma question, déjà pour vous dire qu'il faudra vraiment qu'on trouve un moyen de faire des liens entre vos travaux et les Knowledge Hub en particulier. Je pense qu'il y a vraiment matière, donc voilà, il faudra vous inviter et puis n'hésitez pas. Et puis bon, ça va aller aussi avec les présentations d'avant et sûrement celles d'après. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer lorsque vous avez des papiers publiés ou des working papers publiés, enfin voilà, des choses à partager, ça nous intéressera beaucoup. Et j'avais une question, est-ce que vous voyez déjà dans les entretiens semi-directifs que vous faites des distinctions dans l'appropriation et dans les opinions que peuvent avoir les acteurs autour du concept de solutions fondées sur la nature entre les trois territoires que vous appréhendez, ou est-ce que c'est encore un peu tôt dans l'enquête?
Non, on n'a pas analysé vraiment les textes, mais oui, on a vraiment des visions totalement différentes du concept de SFN. Je ne sais pas encore, moi je sais que sur la grosse vingtaine d'entretiens qu'on a réalisés à Marseille, il y en a 3 qui ne connaissent pas du tout le concept, d'acteurs en responsabilité sur le littoral qui ne connaissent pas les SFN. Sur le terme d'un point de vue de la définition, on a beaucoup de ressentis sur c'est laisser faire en fait. C'est laisser faire la nature. Pour les acteurs en responsabilité, c'est ça une SFN. Donc il y a tout un travail derrière de définition, de clarté. Il y en a beaucoup, par exemple, aussi qui demandent, je ne sais pas si c'est une SFN, mais en tout cas, ça marche, il y a un bénéfice pour la biodiversité. Donc voilà, c'est niveau de l'appropriation du concept, il est très varié et il y a une variation aussi, moi je m'en suis aperçu au niveau hiérarchique, j'allais dire, mais les techniciens sont beaucoup plus concrets sur le terrain et ont une définition beaucoup plus précise et pragmatique de SFN, alors que les directeurs régionaux, par exemple, ou institutionnels, ou les collectivités, ou les élus, ils sont beaucoup plus dans le discours, en fait, oui, c'est une définition un peu plus confuse, un peu plus abstraite. Mais voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Peut-être effectivement en complément, mais tu l'as évoqué, Vanina l'a un peu évoqué tout à l'heure aussi, sur le fait qu'en Corse, pour le coup, on avait seulement 2 personnes enquêtées qui nous ont évoqué spontanément le concept. C'est un peu l'inverse. Et on n'avait quasiment jamais de définition aboutie des SFN, bien comprise par les personnes enquêtées. Donc là, il y a vraiment, nous, comme on l'a mentionné tout à l'heure, un énorme travail d'acculturation à faire auprès des acteurs du littoral sur ce concept-là. Après, on retrouve, même si les définitions sont incomplètes et pas toujours bien appropriées par les acteurs, on retrouve quand même cette idée de laisser faire, un peu d'inaction, et c'est vraiment une idée qui ressort souvent. Si je peux compléter aussi, on a un discours qui est oui, il faut tendre vers ça, quoi qu'il arrive. Il y a une volonté d'ensemble de tendre vers des solutions plus vertueuses ou des solutions fondées sur la nature, et ça, c'est assez prégnant dans les enquêtes. J'ai une question pour le cas marseillais, parce que j'habite à Marseille, je connais bien la plage du Prado, et ça serait génial de voir des SFN, mais c'est la plage vraiment familiale, où il y a même le Delta Festival, etc. Est-ce que dans les ateliers ou dans les entretiens, les usagers participent, ou représentants des usagers ? Ou pardon ? Dans les ateliers ou dans les interviews, est-ce que les usagers, donc je veux dire des familles, participent, et quel avis ils ont sur les SFN ? Oui, ils vont participer. On n'est pas vraiment au Prado, on est au sud Prado, on est au site de la Vieille Chapelle exactement. Donc on est un peu plus au sud, il y a un peu moins d'usage récréatif balnéaire, mais on est quand même dans la zone. Oui, les associations kitesurfers notamment, je pense beaucoup, il y a beaucoup de départs de kitesurfers, et on va essayer de les cibler, les associations citoyennes aussi. Voilà, les usagers, oui, bien sûr que oui. Ouais. Alors, une petite question, oui. On a le temps pour une petite question, petite réponse. Oui, c'était en fait pour donner suite à l'échange de juste avant. Je voulais savoir si, une fois que vous aviez expliqué le concept de SFN aux acteurs qui ne le connaissaient pas, ils s'y reconnaissaient, ils le rejetaient, enfin, comment ça se passait la réaction à ça ? Tu veux répondre à ça ? On leur explique pas le concept, on leur dit vraiment à la fin. On leur laisse mener l'entretien au bout et après on échange un petit peu sur leur perception du concept, mais on ne veut pas biaiser l'échange, donc on ne veut pas leur définir dans les ateliers, oui, clair. Ah, dans les ateliers vous parlez ? Ou dans les enquêtes ? Ah, dans les ateliers, alors pardon, c'était quoi votre question ? Comment ils réagissent ? Tu peux le redire Ouais, comment ils réagissent quand on leur explique le concept de SFN ? Alors déjà, est-ce qu'on l'explique en début d'atelier ? Oui, en comment atelier, ils oui, réagissent ? c'est une acculturation, donc on est vraiment dans ce processus-là. Alors il y a beaucoup on n'a pas attendu que ça s'appelle du SFN pour faire des solutions comme ça. Donc il y a beaucoup c'est un discours qui est dans l'air du temps, qui commence à émerger, mais qui ne va pas radicalement changer les opinions. Ça, on voit beaucoup ça. Et après, il y a toujours la confusion. Est-ce que ça, c'est une SFN ? Est-ce que ça, c'est une SFN ? Il y a beaucoup de questions par rapport, d'un point de vue pragmatique, type d'action. Est-ce que ça, c'est une SFN ? Oui ou non ? Pourquoi ? C'est beaucoup plus... ça amène à d'autres questions, on va dire. Alors... Ok. Ouais, c'est très rapide alors.
Celle de l'UNEP. Voilà. Enfin, moi, personnellement. Ça, c'était court. Merci. Et donc, on accueille les 4 présentations Antares. Petit tunnel de présentation. Voilà. Et petite remarque sur la réponse. Finalement, les scientifiques, c'est pareil. Ils disent on faisait déjà ça avant. Et puis ils se disent c'est quoi finalement la définition, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas. Carrément, vous allez vous asseoir sur les canapés. Du coup, nous, on est 4 doctorants du Living Lab Antares. Donc, on est 4 sur 11. On est une sacrée équipe, ce qui fait qu'on travaille sur plein de disciplines différentes. Et je pense que là, on va avoir un sacré éventail. Donc, moi, je suis Alban Bignon. Je vais visiblement commencer. Je travaille en écologie urbaine au LBBE sur la souris en ville et du coup, son lien avec potentiellement certaines SFN. Donc moi, je vais plutôt être sur une question d'évaluer les SFN et notamment d'évaluer si elles vont avoir un impact négatif de par notamment la favorisation de présence de nuisibles. Donc moi, je fais partie d'un trio de nuisibles, enfin d'un trio de thèses de nuisibles, c'est-à-dire que je vais travailler moi sur la souris et on a une collègue qui va travailler sur le moustique et un collègue qui va travailler sur le rat. Et on va tous les 3 essayer de déterminer à quel point les SFN peuvent les favoriser. Et s'ils les favorisent, qu'est-ce qu'on peut en comprendre et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ça. Donc vous voyez ma magnifique petite souris, qui est une espèce commensale, c'est-à-dire qu'elle va vraiment avoir un très fort lien avec notre mode de vie. Elle va utiliser les infrastructures humaines pour son habitation, pour ses ressources alimentaires, etc. Et son lien direct avec l'homme, justement, va causer des nuisances qui peuvent aller à de l'appréhension, à la dégradation matérielle, mais aussi à la transmission potentielle de pathogènes. C'est ça qui nous embête un peu plus. Et donc, en fait, on ne sait pas grand-chose de la souris en ville. Elle est assez peu étudiée. Donc, du coup, quand on regarde un peu quelle peut être l'utilisation de ces espaces de nature en ville par la souris, on ne sait pas grand-chose, à part que, globalement, ce qui va la favoriser, c'est plutôt des espaces végétalisés de strates herbacées. Et en fait, particulièrement, nous, on va étudier les jardins partagés et ou les bacs à compost. C'est-à-dire que des fois, dans certains jardins partagés, on a des bacs à compost, mais on étudie aussi des bacs qui sont qui sont pas forcément dans les jardins. Comment les SFN que je vais regarder, elles peuvent favoriser les populations de souris grises. Donc oui, je travaille sur la métropole de Lyon, je n'ai pas précisé. Ce qu'on va regarder d'abord, c'est pour savoir est-ce que ces SFN étudiées, elles vont permettre une meilleure dispersion, une meilleure connectivité des populations de souris en ville. Donc dans le paysage urbain, on va regarder la structure des populations via de la génomique, mais également faire de l'écologie du paysage. Ensuite, on va regarder si ces SFN, elles permettent une meilleure dispersion des gènes de résistance aux poisons et une meilleure dispersion des pathogènes. Donc tout ça un peu dans des aspects de lutte, de gestion de population. Donc en identifiant les gènes de résistance aux poisons et en faisant un screening de pathogènes. Et enfin, ah oui, j'ai pas précisé, j'aurais des petites... Ah ouais, bon, c'est pas grave. Des petites photos de souris. Pour ceux qui ont peur, voilà, j'annonce. Et en fait, du coup, le troisième axe, ça va être de regarder un peu est-ce que ces SFN vont être une source de ressources, justement, pour les petites souris. On va regarder leur régime alimentaire via des études de morphométrie, mais également les ressources basales et la niche trophique dans laquelle elles se situent. Donc pour faire un petit bilan de la première année, je suis en train de finir ma première année, j'arrive à la deuxième. Je vous montre cette merveilleuse carte de la métropole de Lyon. Donc en rouge, c'est les points que j'ai pu échantillonner. Oui, parce que du coup, je vais capturer des souris. Voilà. Et donc l'objectif qu'on avait, c'était d'avoir à peu près 100 souris pour 30 sites sur la métropole de Lyon. Un objectif qu'on a pour le moment atteint, mais qu'on aimerait quand même continuer le terrain pour essayer d'en capturer dans les zones où on n'a pas forcément encore beaucoup d'endroits, beaucoup de souris, pour essayer de retracer au maximum une représentativité du territoire. Et ce que j'ai comme retour,
J'aimerais bien que ça marche, mais je pense que ça n'a pas marché. Bon, normalement, c'est des caméras trappes. Imaginez des petites souris qui sautent partout, c'est super. Et en fait, l'idée, c'était que, justement, dans ces jardins partagés, là où on a pu en retrouver des souris, c'est principalement et uniquement proche des composts. Et en fait, on remarque carrément qu'elles les utilisent vraiment comme milieu. On remarque beaucoup de galeries. Et ça nous permet aussi, nous, quand on va sur le terrain et quand on démarche, de savoir déjà au premier abord si dans mon compost je vois des galeries, je sais que je vais avoir de la souris. Et globalement, pour un terrain qui est quand même assez compliqué, assez chronophage, ça nous permet de gagner du temps. Et du coup, c'est un peu toutes ces expérimentations-là qu'on a fait cette année pour essayer d'améliorer au plus possible le protocole, sachant qu'elles sont de toute façon très malines et qu'on a du mal à les capturer. Voilà. Je laisse la parole à Julie. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julie Jameau. Moi, je suis doctorante en anthropologie au LADEC, Laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains. Et donc, sur nos 11 thésards, je suis la seule à être strictement en sciences humaines et très, très humaine. Et donc, je vous présente ma thèse qui s'appelle « Solutions fondées sur la nature, savoirs environnementaux, pratiques associatives, éco-citoyenneté ». Vous verrez que j'ai mis beaucoup de mots-clés pour me laisser beaucoup de portes ouvertes, parce qu'une des spécificités de la démarche anthropologique, c'est l'approche inductive. Donc, je ratisse très large, je vais explorer les possibles sur mon sujet et après, j'irai choisir spécifiquement des axes sur lesquels me concentrer. Mais vous verrez que ça se dessine quand même pas mal. Pour le dire avec des termes plus compréhensibles que ce très long titre, ma démarche, c'est d'aller étudier les pratiques et les représentations autour de la nature urbaine. C'est-à-dire que les SFN dans notre Living Lab, c'est surtout de la végétalisation en ville et aussi en centre-ville urbain dense. Et ça m'intéresse de comprendre en fait qu'est-ce que c'est la nature pour les citadins, les différents acteurs qui sont en lien avec ces déploiements. Quelle est la place de la nature dans la ville et sous quelle forme est-ce qu'elle doit s'exprimer? Quel doit être le rôle des humains dans son expression? Ça, c'est des questions qui sont très souvent en débat sur mes terrains d'enquête que je vous présenterai juste après. Parce que déployer des SFN dans la ville, c'est mettre en lien des acteurs associatifs, des acteurs militants, des sensibilités très différentes, des générations différentes, des habitants très différents, des ABF, des collectivités territoriales, tout un tas de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes visions de ce qu'est la ville, de ce qu'est la nature et de ce que doit être la nature dans la ville. Donc moi, je vais partir des controverses qui émergent de cette mise en lien de différents acteurs pour essayer de démêler les fils du conflit et de comprendre en fait qu'est-ce que les gens ont comme vision, comme représentation, pourquoi ils se comprennent pas. Donc ma méthode, c'est la démarche ethnographique, je vous présente très rapidement. En anthropologie, on va vivre les situations de l'intérieur. Donc en fait, j'ai développé une observation participante au sein de 2 associations, c'est-à-dire que je passe mes journées à planter des arbres, creuser des mares, à vraiment concrètement fabriquer des SFN avec eux, à participer aux moments informels, à des réunions, à tout un tas de moments au sein desquels en fait, je note comment les gens parlent des choses, comment les gens se pratiquent, quelles interactions il y a, quelles discussions. Et tout ça forme mes données, mises en lien avec des entretiens et ensuite mises en lien avec de l'analyse bibliographique, mais comme nous tous. Mes terrains de recherche, ce sont 2 associations, comme je vous le disais. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi ces 2 et pourquoi elles m'intéressent. La première, c'est des espèces par million. C'est une association naturaliste qui a pour objectif de montrer aux citadins que la nature existe aussi en ville et d'agir concrètement pour développer la place de la nature en ville, pour rendre la ville plus habitable pour des non-humains. Donc notamment, c'est une association qui a porté de très gros projets, qui en porte toujours, notamment de recréation de ripisylves en centre-ville, qui vont aller dans des copros, dans des espaces publics pour faire des haies sèches, des haies vives, des mares et tout un tas de choses comme ça. Et leur plus gros projet, là que vous voyez en photo, c'est de végétaliser en l'espace de 2 ans 5 km de berges en plein centre-ville de Lyon en secteur UNESCO, ce qui pose encore d'autres questions. Et la deuxième association qui m'intéresse, elle s'appelle Boom Forest et elle a importé en France depuis 2018 la méthode de plantation Miyawaki, que vous connaissez peut-être, dont la promesse est d'imiter et d'accélérer la nature. C'est-à-dire qu'avec la succession végétale sous nos latitudes, on peut passer d'un sol nu à une forêt mature en à peu près 250 ans, si je m'abuse. Et eux prétendent qu'on peut arriver à des forêts matures en seulement 40 ans, avec leur méthode de plantation spécifique. Donc pareil, ils montent de très gros projets de micro-forêts
urbaines dans la périphérie de Lyon et à Lyon. Et ils ont aussi un gros volet de diffusion en open source de leurs méthodes et d'accompagnement de collectifs habitants. Ça veut dire 1 minute. Ouais. Donc, à travers tout ça, en les suivant, j'essaie de comprendre, alors, c'est quoi leur entreprise normative à ces deux associations pour déplacer ce qui est la compréhension et les cadres normatifs autour de la nature en ville. Ils ont vraiment une entreprise de changer notre regard, de changer le visage de la ville. Et donc, je pars de ça pour essayer de voir comment ça va bousculer d'autres acteurs et comment ça révèle ce que ces acteurs ont comme représentation autour de la nature en ville. Ça pose plein de questions sur le type de savoirs environnementaux et pas que, sur les types d'attachement, sur ce que ça signifie, le lien entre l'humain et la nature, et tout un tas d'autres actes que je ne vais pas vous développer ici. Mais voilà, ce qui m'intéresse dans ces associations aussi, c'est qu'elles ont vraiment des approches d'aménagement par le laisser-faire, c'est-à-dire qu'elles n'imposent pas des formes ou des projets finis, mais qu'en fait, leur approche, c'est de relancer des dynamiques écologiques qui vont s'autonomiser et sur lesquelles l'humain va prendre du recul ou en tout cas intervenir le moins possible, ce qui est très loin de ce qui peut se faire pour l'instant à Lyon. Voilà, métropole de Lyon. Je ne l'avais pas précisé depuis le début. Et voilà, Hugo. À ton tour. Alors, bonjour à tous. Moi, je viens vous présenter ma thèse qui porte sur la jonction entre l'amélioration des continuités écologiques et l'atteinte des objectifs de la politique ZAN, donc zéro artificialisation nette, à travers la mise en place de solutions fondées sur la nature. C'est une thèse qui est encadrée à la fois par Lyon 1 avec Bernard Kaufmann et Lyon 3 avec Marc Bourgeois pour avoir à la fois l'aspect écologie et géographie. Juste ZAN, si tout le monde ne voit pas ce que c'est, peut-être, c'est la politique zéro artificialisation nette qui dit qu'en 2050, on doit arriver à en gros une balance de zéro entre l'artificialisation et la naturation dans les villes. Donc on ne doit rien construire si on n'a pas détruit et renaturé au passage. Donc l'objectif, c'est d'identifier une méthode qui va permettre d'évaluer le potentiel écologique en termes de connectivité d'une trajectoire donnée. Cette méthode, donc, elle va permettre de déterminer les espaces où il sera le plus intéressant de densifier et les espaces où il sera le plus intéressant de renaturer, donc à travers la mise en place de SFN. Ça va permettre donc une amélioration de la connectivité écologique et une atteinte de la balance neutre, comme je vous disais tout à l'heure, en matière d'artificialisation. Donc typiquement, voilà, pour une journée typique de travail, moi j'ai pas beaucoup de terrain, je suis principalement sur l'ordinateur. Donc en gros, on va avoir des données SIG avec lesquelles on va faire une occupation du sol. Ces occupations du sol, on va leur donner des coefficients de friction qui sont attribués en fonction des espèces cibles, donc celles dont on veut améliorer la connectivité écologique. Ça va nous donner une couche de friction, je vous en parlerai plus tout à l'heure pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Et ensuite, ça va nous donner un graphe paysager, donc en fait qui va nous indiquer quels sont les chemins de moindre coût qui sont empruntés par les espèces. Et à travers ça, on va en sortir des métriques pour nous dire justement comment améliorer ou pas, comment améliorer en fait le réseau. Mon territoire d'études, c'est donc la métropole du Grand Lyon, 58 communes, 533 km². Une métropole qui met en place de nombreuses actions visant justement à la rendre durable, ou du moins engagée dans la politique ZAN. C'est quelque chose qui, par exemple, est déjà le cas dans la ville de Lyon. Ils s'engagent déjà dans cette politique. Une densité de population qui est assez forte dans la métropole, avec 2686 habitants par km², mais qui monte énormément dans la ville. Et c'est d'ailleurs là où on va voir en fait que c'est un territoire qui est donc majoritairement urbain, avec 37% de la population métropolitaine, soumis à de très forts épisodes caniculaires, très denses et disposant de nombreuses zones d'ICU. Alors les ICU, c'est les îlots de chaleur urbains, c'est ce qu'on va voir en fait à travers cette carte. Plus c'est rouge, plus le risque d'apparition d'un îlot de chaleur urbain est présent. Donc on peut voir que, alors dans la métropole, ça va surtout être au centre de Lyon, surtout être dans Lyon, mais on voit qu'il y a quand même quelques spots autour qui sont concernés. Et alors pour cette présentation, pour faire un peu plus court, j'ai décidé d'ancrer les SFN justement sur le problème à résoudre à travers les SFN, ce soit le réchauffement et les îlots de chaleur urbains. Donc pour ce faire, la méthode, ça va être une analyse géographique de la zone d'étude. Donc on va évaluer quels sont les challenges urbains qu'on va rencontrer, donc en l'occurrence surchauffe urbaine et îlots de chaleur urbains.
une cartographie de l'occupation des sols de la métropole du Grand Lyon. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir là. Une cartographie assez précise où du coup, on va mettre les différentes hauteurs de bâtiments, les différentes largeurs des routes, les différentes hauteurs d'arbres, les différents types de végétation. Donc on essaie d'avoir quelque chose de très précis avec un pixel qui fait à peu près 0,5 mètres carrés. On va définir du coup les SFN qui sont mobilisables. Donc typiquement pour ça, pour un milieu qui est très urbain comme ça, on aura du mal en fait à détruire et à directement mettre des parcs ou mettre des grands espaces verts. Donc on va plutôt essayer de partir sur des toits verts, sur des murs végétaux qui sont quelque chose qui sont plus facilement déployables en milieu urbain. On va sélectionner les espèces indicatrices. Pour l'instant, on est resté en fait sur les pollinisateurs, qui sont assez faciles parce qu'ils sont visibles en ville. Ils sont assez soumis à la fragmentation. Et on a pas mal de données. Voilà. Et en plus, ils sont très très en lien avec la végétation, c'est-à-dire que vraiment, quand on met de la végétation, on a assez vite des pollinisateurs. L'axe de travail, donc, ça va être, comme je disais, d'identifier des liens entre les challenges urbains, les services écosystémiques et les solutions fondées sur la nature. Donc, les solutions fondées sur la nature vont rendre des services écosystémiques qui vont permettre de résoudre des problématiques urbaines. Voilà, donc ça va être vraiment un jeu de quelles sont les problématiques rencontrées, comment les résoudre, à travers quelles solutions fondées sur la nature. Donc ça a été tout un travail justement de recherche biblio. C'est déjà fini, c'est ça ? Et je vais très vite. Création de la couche de friction et étude des possibilités de modification du paysage visant à améliorer cette connectivité. Alors, dernière présentation de la journée, j'espère que ça va. Donc, moi, c'est Irène Delaforge et je travaille sur les espèces exotiques envahissantes et leur place dans les solutions fondées sur la nature. Là, c'est une thèse qui est faite à Lyon dans 3 disciplines de recherche, donc les sciences humaines et sociales, l'écologie végétale et l'écologie microbienne. Et la thèse porte particulièrement sur les renouées asiatiques. Donc, ce sont des plantes exotiques envahissantes qui ont été amenées au XIXe siècle par les explorateurs en Europe et qui ont été plantées dans les jardins. Elles se sont ensuite échappées des jardins et ont commencé à coloniser l'ensemble des milieux, que ce soit particulièrement les cours d'eau. En fait, il a été remarqué que c'est une plante qui colonisait très bien les espaces anthropisés, notamment que ce soit des espaces urbains et agricoles. Et du coup, c'est une plante qui fait l'objet de mesures d'élimination depuis 20 ans avec des pratiques manuelles ou mécaniques d'arrachage. Et le premier argument mis en avant pour mettre en place une lutte par rapport à la plante, c'est protéger la biodiversité. En fait, il est dit que c'est une plante qui est en place et qui ne permet pas la coexistence d'espèces végétales. Sauf que c'est quelque chose qui est assez exagéré, côté négatif, et il y a des nouveaux rôles qui ont été identifiés par rapport à la plante. Donc, c'est notamment la théorie de la biologie de la conciliation qui met en avant que les espèces exotiques envahissantes, en fait, elles sont permanentes déjà dans l'écosystème et en plus, elles portent des fonctions. Donc là, c'est une photo que j'ai prise sur le terrain en observation des différents massifs de renouée. Et on voit ici que la renouée porte une fonction de ressource, d'habitat nutritif, avec notamment des fleurs qui ont un nectar, avec un pollinisateur, et ici une punaise qui avec un nectar plutôt extrafloral au niveau de la tige. Pour le projet de la thèse, on a cherché à réaliser différents éléments. Le premier, c'est caractériser les représentations d'experts gestionnaires, à la fois différents acteurs du territoire et scientifiques avec des chercheurs de différentes disciplines pour associer leur représentation par rapport au rôle de la plante avec une enquête par entretien semi-directif. Ensuite, on vient caractériser les rôles fonctionnels de la plante et les services associés avec un suivi de dynamique de végétation et de flux de gaz. Et le dernier élément, c'est en sciences humaines et sociales, où là, on va proposer un atelier pour étudier les nouvelles données qui ont été démontrées et envisager une gestion future à inventer. Du coup, là, je vais vous présenter quelques résultats. Ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille sur le projet. Donc le premier, c'est qu'en fait, on a un problème lié à la plante exotique envahissante qui est maintenu par des logiques économiques et politiques. On voit qu'il y a un réseau d'acteurs qui est très dense, structuré autour de la gestion et qui emmène par les pratiques à réaliser un marché économique. Donc on a par exemple des éléments comme ici les acteurs qui viennent financer des syndicats de rivières et qui vont ensuite faire appel à des bureaux d'études, des entreprises spécialisées pour venir enlever et gérer la plante. Et ces éléments, par exemple, c'est
ils sont mis en avant. On a une molécule qui s'appelle le resveratrol, qui est une molécule anticancéreuse présente dans les rhizomes, donc les tiges souterraines, qui va être extraite, transformée et vendue à des entreprises pharmaceutiques. Donc ça, c'est un exemple de marché qui est mis en avant. Le deuxième, c'est que la conciliation écologique, elle est limitée par un manque de connaissance de rôles fonctionnels liés aux plantes exotiques envahissantes. Là, on a les différents rôles fonctionnels qui ont été cités par l'ensemble des acteurs. On voit que le rôle le plus cité, c'est celui des pollinisateurs. C'est quelque chose qui revient souvent. Et après, il y a d'autres rôles qui sont moins connus, comme l'ombrage ou la fraîcheur, ou une ressource pour différents organismes. En général, les personnes ne vont pas pouvoir définir la plante comme porteuse de bénéfices propres, mais elles vont plutôt mettre en avant le fait qu'elle peut fleurir sans pouvoir déterminer ou structurer l'ensemble. Et il y a une grande partie des acteurs qui attendent d'avoir des publications scientifiques qui valident l'intérêt, comme si la plante était coupable jusqu'à preuve du contraire. Le dernier élément, c'est celui de l'écologie. Donc là, des relevés qu'on a fait au printemps, on voit ici les différentes espèces qui sont des herbacées assez petites, qui poussent dans les massifs au printemps. Donc on a fait des relevés au niveau des sous-bois, au niveau des massifs de renouée et de massifs de ronces, qui est une plante envahissante qui est locale. Et en fait, avant que le couvert végétal soit très dense en été, on voit ici que les plantes font à peu près 50 cm et permettent une vraie coexistence d'espèces, donc une niche avec une fenêtre temporelle qui est importante. Et en fait, la plante, elle ne va pas exclure les différents éléments de végétation, elle va même les faciliter. Donc, pour conclure, en fait, on va vers un nouveau paradigme et un changement de gestion qui est assez intéressant et surtout dans le côté des renouées qui ont une place importante dans les espaces végétalisés et espaces anthropisés. On voit qu'en fait, il y a beaucoup de dynamiques qui ne sont pas uniquement liées à la biodiversité, mais qui sont structurées par des réseaux d'acteurs à la fois politiques et économiques. On a des rôles fonctionnels qui sont plutôt inconnus plutôt que rejetés. Et on a aussi, du coup, une plante qui favorise des coexistences d'espèces végétales. Et ça apporte vraiment des nouveaux enjeux ou un nouveau regard par rapport aux plantes envahissantes. Merci. Bien, merci beaucoup à tous les quatre pour ces 4 présentations très riches. Donc peut-être qu'on se souvient bien des 4 présentations. Je me suis dit, j'aurais dû dire à tout le monde de prendre des notes. Voilà. Donc on avait la souris, les associations qui plantent des haies. Oui. Alors qui a un micro ? J'y vais, ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. C'est des sujets très intéressants, ça donne envie d'en savoir plus sur la suite. Moi j'ai une question pour toutes et tous. Justement, ça m'a vraiment fait penser, est-ce que vous avez réfléchi ou pensé à intégrer des notions de disservice liées au SFN, disservice ou inconvénient. Voilà, vous parlez des nuisibles, on parle d'espèces exotiques envahissantes. Je crois que dans nos recherches, on a très souvent, voire peut-être trop, souvent on met trop souvent de côté ces aspects-là. Et c'est bien, on parle des bénéfices des SFN et de tout ce que ça peut apporter, mais j'ai l'impression que des fois, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, donc il serait intéressant de le prendre en compte, je pense. Alors, pour répondre dans mon cas personnel, dans ma recherche, j'utilise ni les termes de disservice ni les termes de service, en considérant qu'à chaque fois, c'est inscrit dans un point de vue, de nommer les choses service ou disservice et de les conserver comme telles. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est d'étudier les différents points de vue. Donc je regarde quel acteur voit les choses de telle manière. Il y en a certains qui vont voir nuisible, là où d'autres ne voient pas exotique envahissant, comme nous l'a bien montré Irène. C'est aussi des sujets que je travaille. Donc moi, je le vois un peu au second degré en quelque sorte. En tout cas, ce n'est pas des outils analytiques pour moi, mais je décris la manière dont les acteurs que j'étudie se servent de ces mots et de tous les champs lexicaux qui vont autour. Ok, oui, c'était pas forcément le terme de service, mais plutôt voilà, les perceptions qui peuvent être aussi négatives de ces SFN. Ok, super. Ouais, et moi, je sais que je vais essayer de trouver en fait l'avis des gens
qui habitent à côté de SFN qui ont nouvellement été construites, nouvellement été créées, pour en fait se rendre compte est-ce que eux ils ont qu'un avis positif ou est-ce que justement ils ont aussi un avis négatif. Ça peut être par exemple dû à une mauvaise gestion du SFN avec un accroissement du nombre de moustiques parce qu'on a laissé des points d'eau stagnants dedans. Voilà, donc tout ça, ça peut être justement des problématiques et effectivement, oui, c'est pris en compte les 10 services là-dedans. Bah ouais, moi c'est un peu carrément le truc. En fait, ouais. Nous, disons qu'en fonction des personnes qu'on va rencontrer, parce que du coup je capture en jardin partagé en compost, donc là je fais face à des gens pour qui les souris c'est pas spécialement un problème, c'est plus par curiosité qu'ils m'ouvrent leurs portes. Par contre, quand je vais démarcher la presqu'île, les commerçants, là déjà ils me parlent plutôt de rats que de souris, mais ils pensent que c'est des souris, mais ça c'est un autre sujet. Et par contre, ils savent que depuis que les écolos ils ont rajouté des plantes vertes, etc., j'ai plein de rats, enfin bref. Donc en fait, ouais, les perceptions, elles sont carrément différentes en fonction des habitants. Et pour moi, ça rejoint un peu la discussion de tout à l'heure avec le lien avec les acteurs. J'ai fait énormément de démarchage pendant cette première année, dans des sites où j'ai pu capturer des souris, des sites aussi où j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Et pour moi, ça va être hyper important de retourner voir toutes ces personnes qui m'ont ouvert leurs portes pour leur montrer un peu ce que j'ai pu faire et essayer de leur faire un suivi aussi de là, je finis mon terrain, je vous ai pas oublié et je vous transmettrai les résultats que j'ai obtenus et c'est hyper important. Peut-être aussi pour faire évoluer les perceptions, je pense. Moi, peut-être pour le côté négatif et le fait qu'on ait de la végétation ou pas. Il y a une vraie dualité entre le fait de vouloir passer à l'action et d'avoir un vrai contrôle sur la végétation, contrôler sa hauteur, contrôler le nombre d'espèces, que ce soit local ou exotique. Et parfois, c'est assez complexe, même au sein des personnes dans leur parcours personnel et professionnel. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un lien... qui ne vont pas envisager l'inaction comme une pratique de gestion et ne vont pas forcément laisser faire sur les espaces. Et du coup, c'est parfois différentes ambivalences entre leur poste dans, par exemple, la gestion d'une ville ou différentes structures d'acteurs. Bonjour, j'ai aussi des petites questions. Merci pour vos présentations que je trouve hyper intéressantes et qui m'intéressent d'autant plus que je suis chargée de coordination d'un Living Lab aussi en milieu urbain à Montpellier, l'UNAM. Et donc, c'est des thématiques aussi qu'on a identifiées dans notre Living Lab, mais malheureusement, en tout cas, on fonctionne un peu différemment et on n'a pas la chance d'avoir autant de doctorants et doctorantes pour travailler, investiguer ces questions. Mais voilà, mes questions, c'est est-ce que justement vos thématiques de thèse et de recherche ont été co-identifiées ou co-construites avec les acteurs? Et je me demandais aussi s'il était prévu une intégration de vos résultats de recherche et si oui, comment ça allait se faire et comment ça allait se traduire et retourner aux acteurs de la société. Alors pour la première partie de la question, j'imagine que toutes nos thèses ont été plus ou moins réfléchies en fait en commun par les gens qui les ont instaurées. Pour la deuxième question, par contre, pour ma part, oui, les résultats ont un peu pour but d'aller être rendus à la métro derrière, pour justement qu'elle puisse s'en saisir et réviser, enfin disons que ça devrait sortir au moment à peu près de la révision du PLUH et potentiellement s'en servir dans ce cadre-là. Voilà, c'est l'idée globale. Après, je ne sais pas si... Un mot rapide pour dire, alors moi c'est pas prévu en tant que tel, mais j'espère très fort, et j'aborde aussi l'enquête comme une médiation en elle-même, c'est-à-dire que rien qu'aller à la rencontre des acteurs, de les forcer à prendre 2 heures, à se poser sur un sujet, à réfléchir, à prendre du recul sur leurs pratiques, à mettre de nouveaux mots sur les choses, à discuter avec moi, à rentrer en lien avec d'autres acteurs, je pense que ça fait aussi un peu cheminer les mentalités. En tout cas, c'est très modeste, et par la suite, je ne sais pas. Moi, pour ma part, je pense qu'il y avait quelques acteurs d'identifier, mais que j'ai pas spécialement tant que ça sollicité au final, parce que en fait, pas assez pratico-pratique, quoi. Donc, j'ai fait beaucoup de démarchage, on va appeler ça comme ça. Et la deuxième partie de la question, c'était sur... Ah oui. Ça, c'est, je pense, un truc qui nous anime tous, parce qu'en fait, on a déjà eu des différentes
on s'est déjà vu à 11, etc., plusieurs fois dans l'année. C'est pas forcément un truc qui était prévu dans les thèses, mais c'est un truc qui nous anime, qui nous motive. Donc je pense qu'on serait tous hyper intéressés pour le faire. Mais pour le moment, on ne sait pas encore trop les formes et tout ça. On en discute un peu, mais clairement, c'est un objectif pour nous en tout cas. Pour la thèse sur les plantes, en fait, on prévoit un atelier d'échange à la fin pour présenter les résultats de la recherche à des personnes qui sont plus dans la gestion. Donc, ça ferait un premier pas. Et après, le projet, il est particulier parce qu'il est financé à la fois là par Solubiode, mais aussi par l'agence de l'eau locale. Et c'était quelque chose qui venait beaucoup des différents syndicats de rivières, gestionnaires sur place, de savoir que faire de cette plante qui envahit, qui est très impressionnante. Et l'objectif, c'est de repasser après d'un côté recherche, vulgarisation, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à retransférer ça à d'autres éléments, comme des éléments d'échange, par exemple. Merci. Oui, pardon. Oui, alors moi j'ai un petit problème quand même avec votre présentation et son intitulé qui se voulait, je pense, à juste titre provocateur sur alors je reprends, solutions fondées sur la nature, basées sur des espèces exotiques envahissantes, où vous mettez dans une phrase deux concepts qui, de mon point de vue, sont antinomiques. Et je pense que c'était fait exprès, mais parce que le cas de la renouée du Japon que vous démontriez que ce n'est pas une espèce exotique envahissante parce qu'elle peut apporter des bénéfices environnementaux, mais dans la définition même des SFN et dans la définition même des espèces exotiques envahissantes, vous avez exactement le contraire. Donc le cas de la renouée du Japon peut être qu'elle n'est pas une espèce exotique envahissante, mais ça me pose un problème. Alors on pourrait en parler avec votre collègue sur l'utilisation des termes et comment les gens les perçoivent et les utilisent. Mais ouais, merci. Comment vous gérez ça? Ouais, j'aime bien quand on me dit que c'est vraiment problématique, mon sujet. Et j'aime bien quand ça fait réagir les personnes de cette façon. En fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'en fait, le terme exotique envahissant est déjà, lui, problématique par rapport à des aspects d'origine ou de passage. Il y a aussi des visions qui sont en opposition, des visions plutôt fixistes sur le fait qu'on va venir mettre sous cloche la nature, ou des visions qui visent à intégrer les changements et qu'en fait, un changement n'est pas forcément négatif. Et un autre point que je voudrais mettre en avant, c'est aller vers un discours qui est différent de celui du catastrophisme et de celui du fait qu'en fait, on a toujours la main sur ce qui se passe sur la nature et qu'en fait, elle n'a pas forcément besoin de nous pour se gérer et que tout ça est des réflexions qui s'intègrent sur des temps longs de l'écosystème. Donc, c'est des choses qui ont été montrées par les chercheurs en écologie et notamment en écologie fonctionnelle dans mes entretiens qui, eux, prennent beaucoup de recul sur cet aspect-là. Et qu'en fait, si je peux prendre par exemple la Caulerpa taxifolia, l'algue envahissante en Méditerranée qui a été échappée de Monaco, qui en fait a fait l'objet de nombreuses actions de technosolutionnisme qui ont voulu mettre en avant en fait l'humain va venir prendre contrôle sur la plante et qui au final dans l'écosystème c'est totalement régulé avec les oursins, les poissons. Donc en fait c'est une vision et un regard qui est différent. Et qui est aussi l'objectif de ne pas partir sur un biais négatif important, exagéré, et prendre en compte toutes les facettes de la biodiversité et rester humble sur le fait qu'en fait, on n'a pas les clés sur tout ce qui se passe et que la principale cause des changements, c'est quand même la perte d'habitat, les perturbations, les pollutions et l'exploitation des écosystèmes et que les plantes exotiques envahissantes sont un visuel de ce qui s'est passé et que ça serait intéressant à étudier. Moi, là, je vois... Ça, je pense que c'est un point de vue qui est intéressant, mais que c'est surtout une seule définition des espèces exotiques envahissantes. Et ce qui serait important, là, c'est de partir sur une autre facette. Juste pour faire le
pour être sûr que vous compreniez, c'est toi, tu es dans une démarche où en fait la renouée, tu veux la sortir de la catégorie d'espèces exotiques envahissantes finalement. Pour toi, c'en est peut-être même plus une. Donc vous avez toutes les deux raisons, quoi, finalement. C'est peut-être... c'est un débat qui peut être très conflictuel, qui est très intéressant. Il y a vraiment deux pôles qui sont complètement opposés dans la théorie et dans la biologie et l'écologie. Il y a une partie des personnes qui pensent que les espèces exotiques envahissantes ont telle définition et tel impact, et l'opposé. Et nous, on essaye de mettre... Nous, la seule chose peut-être pour finir, c'est qu'en fait, une solution fondée sur la nature peut être un espace, par exemple, géré ou non géré. Et nous, on serait plutôt sur la partie non gérée et sur le fait de se prendre du recul sur le fait de contrôler les différents éléments. Alors, il y avait deux questions, ouais, c'est ça. Ah, une réaction rapide alors. Je comprends ton point de vue, et c'est vrai que quand on a vu les sujets de thèse, c'était aussi quelque chose qui nous a un petit peu interpellé. Je pense que pour résoudre un petit peu l'équation, il y a les espèces exotiques envahissantes peuvent rendre un certain nombre de services écosystémiques. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, si on veut rentrer dans la sémantique SFN, il faut s'interroger si ça rentre dans le cadre de la définition. Une EP ou des critères UICN, par exemple. Donc, in fine, pour qu'une espèce exotique envahissante devienne une SFN face à un enjeu qui est identifié, qui peut être, je sais pas, stabilisation d'une berge, etc., il faudra arriver à démontrer qu'il y a un co-bénéfice pour la biodiversité, pour la société, etc. Donc, c'est ça qui résoudra. C'est-à-dire que si on a une analyse un petit peu quantitative, dépassionnée de la question, c'est à partir de l'enjeu identifié des espèces et de la nature qui est mobilisée, est-ce qu'on arrive à ces co-bénéfices ? S'il arrive qu'on ait des bénéfices en termes de services écosystémiques, mais qu'on a une dégradation de la biodiversité, ce sera peut-être une solution, mais elle ne sera pas au cadre SFN. Donc voilà, c'est juste une petite réaction comme ça. Oui, alors, moi j'avais une question sur... déjà, je suis très impressionné par votre travail de groupe, on va dire. Et du coup, j'avais une question sur, notamment en voyant la cartographie sur les îlots de chaleur urbains, comment la question de la justice environnementale a été prise en compte dans ce que vous allez présenter. Donc peut-être qu'il y a aussi des doctorants qui ont travaillé cette question-là, mais qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais au moins sur cette question de spatialisation de l'exposition et des potentiels, est-ce que vous avez prévu d'investir cette question des inégalités, quoi ? Alors en fait sur ça, du coup c'est assez simple dans le sens où vu qu'on veut essayer de résoudre les îlots de chaleur urbains, on va implanter des espaces verts à cet endroit-là. Les endroits où il y a le plus d'îlots de chaleur urbains, alors c'est pas nécessairement les quartiers les plus défavorisés. On en a aussi beaucoup dans le centre-ville urbain dense de Lyon, style dans le 6e arrondissement. Mais effectivement, ça va souvent être dans des endroits qui vont être un peu défavorisés, surtout dans les vieux bâtis. Donc du coup, on va essayer d'implanter, du moins cartographiquement, des solutions fondées sur la nature à cet endroit-là. Donc ils seront forcément les premiers avantagés par la mise en place de ces solutions-là. Parce que, en fait, même s'il y a un effet de halo, de rafraîchissement de la végétation, il est quand même pas si grand que ça. Donc, en fait, on ne peut pas mettre un parc ou un toit vert quelque part et se dire ça va réchauffer, ça va refroidir 3 blocs à côté. Donc, par conséquent, on va être obligé de le mettre, de le faire apparaître, encore une fois cartographiquement, sur le bâtiment qui est donc touché par l'ICU. Et qui donc très touché par une ICU, souvent c'est une passoire thermique et par conséquent c'est des logements qui sont habités par des personnes défavorisées. Donc voilà, pour ce qui est de la justice sociale pour cet aspect-là, je te passe pour le reste. Il y a notre collègue Johan qui fait une thèse en économie et qui essaie de déterminer les corrélations entre le déploiement des solutions fondées sur la nature et l'évolution du marché immobilier. Donc ça nous donnera un critère parmi 1000 autres pour évaluer les enjeux de justice sociale. Il y avait une dernière question, c'était là. Je veux juste rajouter 2-3 trucs. Moi, par rapport à la souris, c'est pas forcément trop prévu parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. Mais je sais que la thèse rat et la thèse moustique, c'est des choses qui sont carrément envisagées d'étudier en fait. Notamment, je sais pas si Mathieu est parti. Bon, Mathieu est parti, mais du coup, lui, il va essayer de travailler sur l'abondance des rats. Et du coup, en lien ou non avec plus ou moins les SFN.
Et quand c'est pas dans des cadres de SFN, c'est du coup dans des cadres où il n'y en a pas, et s'il n'y en a pas, pourquoi, etc. Et pour les moustiques, il me semble qu'il y a aussi quelque chose de similaire. Mais bon, je ne sais pas plus, malheureusement. Mais voilà, il y a des choses qui vont se faire. La dernière question. Oui, c'est Christophe là qui parle au milieu. Déjà, merci pour les présentations. Doctorants et post-doctorants, super. Merci pour la diversité des approches. Moi, ça me donne envie, en fait, de vous solliciter pour encadrer des stagiaires sur autant de thématiques, autant de méthodes sur les différents Living Labs. Bien sûr, y compris pour Magellan en Guyane. Donc la question, c'est est-ce que vous seriez partant pour encadrer des stagiaires? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vos superviseurs peuvent vous laisser un peu de temps pour faire ça? Et puis après, c'est peut-être une stratégie, on parle de réseau de Living Lab, mais justement, c'était, je trouve, cette deuxième partie d'après-midi, c'est une belle démonstration que là, il y a une piste à creuser via les étudiants à différents niveaux. Vous êtes déjà porteur de méthodos, de protocoles, d'une super expérience locale qui mérite d'être extrapolée. Donc comment, au sein du réseau de Living Lab, on pourrait bénéficier déjà de votre expertise? Je parle pour tous, y compris les post-doctorants qu'on a vus avant. Et comment on pourrait bénéficier de votre expertise maintenant, enfin dans une échéance assez proche, et tenter d'appliquer ça à d'autres Living Labs. Je ne vais pas rentrer dans toutes les questions que j'aurai, peut-être qu'on aura le temps de discuter, mais il y a plein de choses à creuser. Voilà, merci à vous en tout cas. Quand vous voulez parler d'expertise, vous voulez dire des retours sur notre expérience de travail en groupe, vous voulez dire ça? Non, vos sujets particuliers de thèse qui méritent d'être travaillés aussi, en l'occurrence sur le Living Lab en Guyane, mais je pense que sur d'autres Living Labs. Donc c'est la reproductibilité des approches SFN doit être travaillée dans le réseau. Voilà. Comment on fait ça? On a déjà une partie de la réponse. Vous, les doctorants et les post-doctorants, peuvent amener une force des ressources humaines qui peuvent aider à construire une réalité, un réseau qui mérite. Voilà. Ok. Concernant la partie sur les stagiaires, oui, on en a eu et on en aura encore. Enfin, surtout, je prends mon exemple, j'ai une thèse de terrain, donc forcément j'ai déjà encadré là 3 stagiaires depuis le début. Je vais continuer sûrement, etc. Donc, moi je trouve que c'est une super expérience parce que justement ça montre aussi un peu tous les sujets qu'on peut faire, notamment en écologie qui sont plus appliqués dans mon cas, etc. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il n'y aura pas trop de problèmes pour l'encadrement de personnes en stage. Et je ne sais pas si vous voulez... Moi, je vais faire la même pirouette qu'Alban, parce que je ne suis pas capable de répondre à la deuxième partie de la question. Je vais quand même prendre le micro pour saisir la perche de la première et dire que oui. Et puis, ce qui est très intéressant, en fait, c'est aussi, c'est pas du tout dans notre culture en sciences humaines d'avoir des stagiaires. Vraiment pas, où ça se joue au niveau postdoctoral. J'ai découvert ce principe des stagiaires avec mes collègues, justement. Et en fait, en anthropologie, notre science est tellement basée sur le contact humain, la relation humaine, et on a des protocoles qui font que ce qu'on étudie en fait n'est jamais réplicable. On vit toujours une situation et on ne peut pas refaire la même situation pour que ce soit testé par un autre chercheur ou par un de nos collègues, etc. Donc ça pose plein de questions d'ouvrir son terrain, de le partager avec d'autres, comment intégrer les résultats, etc. Mais qui seraient très intéressantes à investiguer, d'autant plus que je suis convaincue que les sciences humaines ont beaucoup apporté dans ce genre de sujet de PEPR et qu'elles sont encore pas mal sous-estimées, notamment les sciences humaines, j'allais dire les plus dures, mais vraiment l'anthropologie, quoi. Et voilà, donc oui, des questions super intéressantes. Alors moi, pour répondre à la première question, c'est assez facile parce que c'est vraiment une méthode assez informatique, donc du coup assez facilement réplicable. Il suffit juste de rentrer les données qui sont particulières avec les problématiques particulières. Donc ça, normalement, ça devrait être jouable à peu près partout. Pour ce qui est des stagiaires,
Je pense que c'est surtout qu'il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on parle de stagiaires de 6 mois qu'il faut payer ou est-ce qu'on parle de stagiaires de L3 de 2 mois? On n'a pas forcément tout le temps la même chose. Donc, oui, j'avoue. Ouais, je vais mettre devant l'ordi, ils vont faire du graphab. Ben oui, peut-être pour la réplicabilité des méthodes, on pourrait, je sais pas, plus repérer les thèses qui ont des points communs ou qui ont des besoins, par exemple en repérage d'identification botanique, là pour ma part, et comparer. Et si on prend la Guyane et travailler sur une autre espèce, l'appliquer. Et après, pour les stagiaires aussi, j'avais une stagiaire de M2 avec moi au printemps qui m'a aidé à faire les relevés botaniques. Un stagiaire de L3 aussi qui a participé au projet et ça leur permet de voir cette question de solutions fondées sur la nature qui n'a peut-être pas forcément dans le cursus académique le master s'il n'est pas spécialisé. Voilà. Un dernier truc, on est en train de discuter entre nous. À Lyon, vous savez, il y a une grosse culture bande dessinée. Il y a les rues de Lyon, il y a les rues des sciences. Et on est en train de monter un dossier pour candidater pour que des dessinateurs fassent une BD sur nos recherches pour diffuser au plus grand nombre. Et en parlant de tout ça, on s'est dit que ce serait quand même vraiment bien d'avoir un stagiaire dessinateur avec nous qui puisse aussi en fait synthétiser, résumer, vulgariser tous nos protocoles et en faire quelque chose qui soit plus facilement diffusable. Donc encore une autre piste jetée à la foule. Eh bien, merci beaucoup. On voit là, à travers ces derniers échanges la richesse de tout et de la puissance qu'il y a à croiser tous ces regards. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous pour ces belles présentations et ces discussions. Et du coup, on se retrouve juste les doctorants, postdoctorantes, juste à côté dans 5 minutes. Voilà. Et après, vous pourrez discuter avec eux au cocktail et laissez-leur à boire. Mangez pas tout. Et donc, je vais juste vous prendre quelques minutes d'attention pour vous donner un peu des informations pratiques. Donc, comme indiqué, on a juste à côté un cocktail apéritif pour avoir un moment d'échange entre nous. Information importante, si vous sortez, vous ne pourrez plus rentrer. Donc, si vous voulez sortir, il faut que quelqu'un de la métropole vous accompagne pour vous rouvrir. Donc peut-être essayer de faire ça en groupe et qu'on soit prévenu, que vous ne soyez pas coincés dehors. Et deuxième information, on se retrouve donc demain à 9h15. Il faut vraiment être en salle à 9h15 et donc il y aura un accueil café à partir de 8h45. Et encore merci pour votre participation. Merci beaucoup. Juste 5 minutes avant que vous attaquez le cocktail, pour présenter, vous les avez vus, ils ont passé les micros, ils sont venus machin, c'est un petit peu l'équipe Solubiode. Sans elle, le programme ne fonctionnerait pas. Donc même avec Lucille qui va nous rejoindre officiellement bientôt pour la cartographie. Donc voilà, Mariem, Isabella, Charlotte et Lucille, et qui sont l'équipe et qui font partie de l'équipe de direction du PEPA. Voilà, c'était tout. On peut aller boire maintenant.